Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour le 22e épisode d'Ota Lecture, l'émission qui passe en revue mes lectures du mois. Un peu de retard sur mes lectures de septembre, excusez-moi, mais je vous ai prévu du lourd pour me rattraper. Sinon, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Insta, Discord et me soutenir en regardant quelques pubs sur Utip. Les liens sont disponibles en description. Bref, encore de très bons titres ce mois-ci, je vous donne rendez-vous après l'intro. Tout d'abord, voici le timecode. Vous pouvez skipper les mangas qui ne vous intéressent pas, mais aussi pour éviter d'éventuels spoils, même si je préviens toujours, enfin j'essaye. Les mangas sont toujours classés par éditeur. Et on commence cette série de reviews par Origin de Boichi. Vu que c'est la première fois que j'en parle, voilà de quoi ça cause. Dans ce monde se cachent des individus qui ne sont pas humains. 2048, le Japon est relié à l'Eurasie par une ligne ferroviaire transcontinentale. Tokyo, sa capitale, est désormais le nid du terrorisme et du crime. Et dans l'ombre de cette mégalopole, lorsque la nuit s'installe, de mystérieux individus s'en prennent aux humains et les massacrent. Qui sont ces êtres qui ne sont pas humains et qui vivent cachés parmi les hommes? Et qui est Origin, cet individu qui les pourchasse? Bon, en réalité, on va pas se pencher sur le tome 6, mais bien sur l'ensemble de la série, car il était temps pour moi d'aborder du Boichi, du bon Boichi. On commencera les reviews par tome la prochaine fois avec le 7ème volume, mais bref, passons. La grande force d'Origin réside à mes yeux dans ses thèmes abordés et la façon dont Boichi appréhende l'univers de la science-fiction. Généralement, le genre cyberpunk est abordé en nous présentant une nouvelle espèce de robot ou de cyborg qui devient très vite une menace pour l'être humain, qui va par X ou Y raison devoir être contraint d'affronter sa propre création, devenue totalement incontrôlable. Or ici dans Origin, Boichi nous prend totalement de revers car les cyborgs ne cherchent pas spécialement à remplacer les humains, bon c'est un peu contradictoire avec le synopsis, ils veulent se fondre dans la masse. Ainsi on suit l'histoire d'Origin, l'un d'eux qui a tout l'air d'un humain et c'est vachement intéressant de le voir essayer de s'intégrer dans la société humaine. J'insiste bien sur le mot essayer puisque, aussi avancé que sa technologie soit, il a toujours eu du mal à analyser les êtres humains et à réagir en conséquence comme le ferait un humain basique. Ce petit détail prend toute son importance dans l'histoire puisque Origins essaye de vivre parmi ces derniers sans pour autant révéler qu'il est un robot tout simplement. Un manga très immersif dans sa phase d'introduction puisque l'action est omniprésente et autant dire qu'avec le coup de crayon de Boichi, ça en jette un max. A noter que le manga s'est conclu en 10 tomes au Japon, de quoi présager une belle fin car pour le moment sur ces 6 tomes, le scénario est très prenant. J'apprécie particulièrement la narration interne, on évolue vraiment aux côtés d'Origin, on connaît ses moindres pensées et ça rend le personnage très intéressant. Je vous en dis pas plus sur son but et ses motivations puisque ça évolue pas mal sur ce point, à vous de le découvrir. On passe au très attendu tome 12 de Radiant qui confirme encore une fois son statut de pilier du manga français. Un tome plutôt bon encore une fois, voire même très bon. Tony Valen continue de mettre en place le nouvel arc et chaque chapitre apporte quelque chose. Alors les plus anciens d'entre vous se souviendront de mon nota break sur Radiant dans lequel j'encense pas mal la série, mais il se trouve que le seul point que je lui reprochais n'était autre que le personnage de Doc sous-développé à mon goût. Servant principalement à des fins humoristiques jusque-là, alors qu'il y a et a toujours eu matière à bien le mettre en avant au vu de son infection assez particulière. Ce tome 12 a donc totalement comblé mes attentes sur ce point-là, car on peut le dire, le Doc est véritablement le MVP cette fois-ci. Je sais pas vous, mais lorsque je découvre un nouveau volume de Radiant, je m'empresse d'aller voir la citation mise en avant par Tony Valent au dos du volume, car on a souvent droit à des citations marquantes du volume en question, mais je les apprécie d'autant plus quand elles se révèlent symboliques, et c'est le cas ici. Je cite, si je ne les sors pas de là, qui veillera sur moi après? Le Doc faisant référence à ses amis se trouvant dans un sacré merdier, et bien justement, eux qui ont toujours été là pour le protéger de son infection très handicapante, cette fois-ci c'est à lui de leur rendre l'appareil. Le moins que l'on puisse dire c'est qu'il s'en est sorti avec brio. Franchement, j'ai kiffé de voir un Doc plein d'assurance, un Doc qui prend ses responsabilités, et tout simplement un Doc qui passe au-delà du cadre humoristique cette fois-ci. D'ailleurs, en parlant d'humour, mention spéciale au roi de Baume qui m'a fumé avec sa personnalité de taré. Un roi qui lâche des dabs, tu ne peux voir ça que dans Radiant, et on sent vraiment que l'auteur s'éclate à écrire son manga. Un tome riche en action également, c'est validé encore une fois. Du côté de chez Ototo, je vous propose une petite revue du tome 5 de Murcielago. Alors j'avais moyennement apprécié le précédent opus où le Heishi était beaucoup trop abondant à mon goût et ça avait fini par me sortir de ma lecture. Malgré tout, la fin de celui-ci m'avait quand même bien hypé et assez intrigué et nous y voilà justement avec ce tome 5. Un volume beaucoup plus agréable à lire dans la mesure où il est cette fois-ci bien plus axé sur le scénario avec une enquête très prenante. Forcément, quand on parle de serial killer, on retrouve des procédés qui fonctionnent toujours assez efficacement sur moi. Voilà, on découvre une série de victimes, le mobile qui se répète pour chaque crime, et pour rendre le tout plus captivant, l'auteur ne perd pas de temps pour révéler l'identité du meurtrier. Ça m'a rappelé les bons moments où je saignais les séries TV policières comme Les Experts, Enquête criminelle ou encore New York Unité spéciale avec ce générique légendaire. Plus sérieusement, même si comme souvent le point fort de Murcielago est de taper dans le spectaculaire avec des planches vraiment marquantes, dans ce tome c'est avant tout l'antagoniste que je retiendrai.
Un serial killer bien flippant que l'auteur a su développer en peu de temps, rien de bien fou mais il a presque réussi à me faire de la peine, alors que le type c'est un gros psychopathe, c'est fort quand même. Donc voilà, un bon tome que j'ai vraiment apprécié cette fois-ci, et j'espère que la suite continuera dans cette ligne. Toujours chez Ototo, on enchaîne avec le troisième volume d'Ultramarine Magmel. Bon, je vais encore une fois me répéter, mais si vous recherchez un petit shonen, c'est clairement l'un des shonen de baston du moment. Plus ça avance et plus le parallèle avec Hunter x Hunter devient de plus en plus frappant, et on y sent toute l'inspiration de l'auteur. Je pense notamment au Nen, alors bien sûr ce n'est pas un plagiat, mais le concept est assez similaire. La force conceptrice propre à l'univers d'Ultramarine Magmel n'est pas sans rappeler la complexité du Nen, et de toutes les capacités qu'il peut en décliner dans Hunter x Hunter. L'auteur s'approprie le délire à sa façon, et cela sublime les combats de son manga qui deviennent rapidement plus explosifs. En revanche, du côté de la forme, je suis de plus en plus mitigé, puisque d'un côté je kiffe pas mal le côté atypique des traits de l'auteur, et ses chara-design originalement loufoques, mais d'un autre côté, je trouve aussi que ces personnages manquent cruellement de charisme pour le moment. Excepté Yin, le protagoniste de l'histoire, qui lui assure encore en prenant toujours ses responsabilités, le mec qui dégage plein d'assurance, c'est fou. Sinon globalement, c'est toujours aussi divertissant, bien plus depuis l'arrivée des originaux, qui sont des êtres redoutables issus du pays des illusions, qui viennent plus que jamais pimenter le scénario. On passe aux éditions Kazé avec le quatrième opus d'Hell's Paradise. Un déroulement assez inattendu pour le coup, puisque les ennemis de Gabimaru dans le tome 3 finissent par s'allier à lui dans ce tome 4, afin de faire face à une menace bien plus grande ensemble. Une idée que j'ai vachement appréciée parce que Gabimaru savait qu'il aurait besoin de soutien dans ses affrontements à venir, et bien qu'il soit immortel et qu'il paraisse par conséquent intouchable, Gabimaru a conscience qu'il évolue dans un environnement terriblement hostile et qu'il est contraint de compter sur les autres pour assurer l'avancée de sa quête. C'est donc avec cette idée en tête qu'il s'allie à ses ennemis pour nous offrir des combats toujours aussi rythmés. Alors non seulement ils sont agréables à suivre, mais ils servent aussi de promo pour les dialogues des personnages et non uniquement pour le côté spectaculaire. Nous avons donc un trio qui se met en place avec l'exécuteur incarnant une sorte de neutralité, et nos deux combattants aux personnalités totalement opposées, dont va surgir une espèce de complémentarité les tirant tous les deux vers le haut. Et lors de ma revue du tome 1, j'avais mis en avant le fait que le personnage de Gabimaru nous réservait un développement potentiellement monstrueux, et arrivé au tome 4, je suis plutôt satisfait de son traitement pour le moment. En tout cas, on sent que l'auteur dessine avec une extrême liberté, son univers est toujours aussi glaçant, franchement, voilà, moi c'est toujours aussi plaisant à lire. On continue avec le 7ème et dernier tome de Bestiarius. J'avais déjà réservé un nota break sur cette série, et j'avais hâte de vous parler de la fin. Une fin qui vient mettre un terme à une sublime épopée de manière largement convenable, un manga qui aura su me marquer de par son univers de fantasy, ses créatures mythologiques opposées à des gladiateurs, certains d'eux eux-mêmes opposés à l'Empire romain, mais putain j'ai même pas besoin d'en dire plus tellement ça coule de source. Bestiarius c'est une vraie dinguerie. Outre tous ces points, il est important d'appuyer la qualité des personnages qui pour le coup sont vraiment plus attachants les uns que les autres. Ils sont tous développés à un moment donné, certains ont des fins tragiques, d'autres non, d'autres sont les derniers héros de la nation j'ai envie de dire, mais une chose est certaine, chacun des protagonistes a su me marquer d'une façon ou d'une autre. Bestiarius est une véritable expérience émotionnelle, on suit de vrais bonhommes qui sont prêts à soulever des montagnes en partant pourtant de très peu. Chacun des personnages a à cœur de suer du sang et de cracher ses poumons afin de se battre pour aspirer à ne serait-ce qu'une once de bonheur. Le bonheur qui est un thème que l'on retrouve finalement souvent chez Masasumi Kakizaki, car ses personnages dans Rainbow ou encore dans Green Blood aspirent aussi à ce bonheur et cette liberté qui leur est si chère. En tout cas niveau Heroic Fantasy et épopée, cette série est devenue une référence à part entière du genre. Je vous recommande donc de vous pencher sur ce manga, une série courte qui plus est, et je peux vous assurer que vous allez vous prendre une claque monstrueuse, et dire que je n'ai pas parlé des dessins mais bon, je pense qu'ils parlent d'eux-mêmes. On enchaîne avec les éditions Vega par le tome 6 de Pell Elliou, un manga peu connu et c'est pourtant une petite perle que je vous recommande de lire impérativement. Je vous mettrai en description la vidéo où je parle du premier tome sans spoil, car ce serait dommage de vous spoiler ici, je vais aborder le tome 6 librement. Bref, encore un tome tout bonnement magistral, ça paye pas de mine sur la forme, mais pourtant ça t'explose bel et bien en pleine face. Lire Pell Elliou, c'est devoir encaisser des coups de poing dans le ventre à chaque page. Chaque page te prend aux tripes, et le fait que l'histoire soit inspirée d'événements réels et historiques ne fait qu'accroître ce sentiment. Plus ça avance et plus je m'attache à Tamaru et sa bande. Au fil de la lecture, on apprend à vivre avec eux, à les côtoyer dans leur quotidien, en gardant bien en tête que n'importe lequel d'entre eux pourrait périr à tout moment. Dans ce tome 6, le danger est plus que jamais d'actualité, la menace américaine est omniprésente et ne cesse de torturer l'esprit de nos jeunes soldats japonais, déjà au fond du gouffre, il est important de le rappeler. On se demande quand ce cauchemar se terminera pour ces valeureux soldats, mais franchement ça me termine à chaque fois. Malgré les dessins cartoonesques, encore une fois, on sent que l'histoire et les personnages dégagent une réelle sincérité, c'est très fort. En tout cas, Pell Elliou fait clairement partie de mon top 3 de mes coups de cœur de 2019, c'est poignant, déchirant et très puissant émotionnellement parlant. Ce 6ème volume ne déroge pas à la règle, c'est vraiment une expérience de lecture unique. Vient ensuite le 4ème volume de Lobato de Thésée, et pareil, je vous mets la vidéo du tome 1 en description parce que là, je me donne d'en parler librement. Ah, je vous jure, j'ai vraiment l'impression de lire du bon Urasawa. Si vous êtes fan de Monster ou même 20th Century Boys, puisqu'on parle de temporalité, c'est encore une série que je vous conseille à tout prix.
D'autant plus qu'elle s'est conclue il y a pas longtemps en 10 opus au Japon, et en gardant cela en tête, vu comment c'est parti, on peut être tout à fait confiant concernant la fin de cette sombre histoire. Un tome 4 qui se révèle être un gros tournant scénaristique puisque ça y est, cette fois-ci on y est. Shin a avoué à son père qu'il venait en réalité du futur et qu'il avait été projeté dans le passé afin d'éviter que son propre père ne commette un soi-disant massacre. Une confrontation que j'attendais avec impatience et il me tardait de voir la réaction de son père suite à cette révélation, et encore à ses yeux, ce ne sont plus que des accusations qu'autre chose. Puisqu'en effet pour le moment tout porte à croire que le père de Shin est innocent dans ce drame, un drame qui, rappelons-le, n'a pas encore eu lieu au moment où Shin révèle sa véritable identité à son père. Forcément des tensions se créent entre les deux hommes, puis notre héros se retrouve de nouveau projeté dans le présent, un présent qui ne semble plus être le sien. Narrativement l'auteur s'en sort avec brio puisque même avec tous ses bons temporels, il ne se perd pas, le tout reste parfaitement cohérent. J'ai vraiment hâte de lire le 5e volume pour découvrir la suite de cette fascinante série, parce que de beaux rebondissements sont à prévoir. Shin va devoir remettre de l'ordre dans ce fameux présent où il ne semble plus avoir sa place, après avoir impacté sur celui-ci en faisant un bond dans le passé. Les rouages ont été changés, c'est le bordel, mais c'est surtout incroyablement captivant. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo avec un titre des éditions Pika que j'attendais avec impatience, Noin de Takahashi Tsutomu. Un seinen toujours en cours de parution depuis 2017 avec 5 volumes au Japon, voilà de quoi ça cause. Allemagne 1940. Pour assurer la pérennité de l'état nazi d'Adolf Hitler, 13 enfants ont secrètement hérité de son ADN et ont été disséminés aux 4 coins de l'Allemagne. Le jeune Neun est le 9e d'entre eux. Mais lorsque Heinrich Himmler, haut dignitaire du Troisième Reich, décrète l'abandon du projet, une purge de ceux dont le sang est lié au Führer est lancée. Neun ne pourra compter que sur Theo Becker, un soldat allemand lui servant de tuteur pour le protéger. Une course-poursuite à travers une Europe en guerre s'engage. Bon, il y a des tas de raisons de donner une chance à cette nouvelle pépite, mais la première qui saute aux yeux est le côté historique. J'ai toujours été fasciné par l'histoire et j'estime que c'est important de prendre connaissance et conscience de tous les drames que l'humanité a connus dans son histoire, mais la force de Neun n'est pas de tout simplement adapter une des plus sombres histoires de l'Allemagne en mettant en lumière le régime nazi et son leader Adolf Hitler. Non, l'auteur va plus loin que ça. Il crée une histoire dans l'histoire en ajoutant des éléments inédits à celle-ci. Dans Neun, Hitler a des enfants et comme il s'agit d'un homme ambitieux et qui ne fait jamais rien comme les autres, ces enfants sont issus d'une expérience scientifique sur le génome humain créé artificiellement. 13 enfants voient ainsi le jour, mais seul un d'entre eux représentera l'avenir du Reich et de par ses capacités hors du commun. Qu'en est-il des 12 autres? Ils sont traqués et éliminés. L'auteur nous plonge ainsi dans un thriller alliant des faits historiques avec une touche de fantastique. Je trouve ce mélange excellent pour ma part. Ajoutez à cela des dessins au trait atypiques qui viennent renforcer l'ambiance lourde de la série. On évolue dans un univers absolument horrible, froid et impitoyable. Le chapitre 1 est très immersif et ne tarde pas à nous faire découvrir la froideur de son atmosphère. Donc si vous recherchez la dernière nouveauté en date, c'est celle-ci. Et pour conclure cette vidéo en beauté, je vous annonce tout simplement que j'ai décidé de me mettre au review de Demon Slayer. Donc là je vais parler uniquement du tome 1 pour ceux qui n'ont pas encore découvert cette série et si par hasard vous passez par là, voilà, faut vous mettre à 5 dingueries, là vous avez plus de raison, c'est bon. Tout d'abord je précise que j'ai déjà fait une vidéo, donc un autre break 10 raisons de te mettre à Demon Slayer. Voilà, la vidéo sera en description, elle est assez complète et je pense qu'elle fait vraiment son taf tout simplement. Donc tout d'abord Demon Slayer, bien que ce soit pas un neketsu très original qui va marquer le genre, qui va changer le genre, il a le mérite d'avoir sa propre identité. Par exemple, le héros Tanjiro, à la place d'avoir un objectif personnel qu'il va chercher à accomplir en devenant plus fort, voilà, vraiment une ambition personnelle, non, lui il se bat pour les autres, pour sa sœur, pour que sa sœur retrouve son apparence humaine qui a été, voilà, elle a été attaquée par des démons et depuis, c'est devenu un démon qui garde sa conscience humaine. Franchement, la relation entre le frère et la sœur, donc entre Tanjiro et Nezuko est vraiment touchante. Et en plus de ces deux-là, on a vraiment une bande de protagonistes super attachants. Franchement, t'as envie de les suivre dans leurs aventures et au vu de l'environnement dans lequel ils évoluent, l'ambiance est ténébreuse, elle est horrible. Donc c'est un neketsu très rythmé, les combats sont vraiment fantastiques. En fait, tout ce qui est fait dans ce manga est bon. Il y a des choses qui sont faites, c'est vraiment extraordinaire, mais sinon, le tout est bon, tu vois. C'est une série assez rafraîchissante dans le Shonen Jump. Donc voilà, je pense que tu ne peux pas passer à côté, c'est impossible. Et en plus, si jamais t'as pas vu l'anime, fonce parce que l'anime aussi c'est une dinguerie. Sur ce, la vidéo est terminée, j'attends vos retours dans les commentaires comme d'hab. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Vous pouvez me retrouver sur différents réseaux sociaux, à savoir Twitter, Insta, mon Discord et mon Utip. Tous les liens sont en description. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien et surtout, on se reverra.